Martino. Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Luc, qu'est-ce qui se passe près de la Maison-Blanche, là? Écoute, on est dans une phase où on a un flot d'informations sur quelque chose dont on est sûr. C'est que deux agents de la Garde nationale ont été tirés presque à bout portant près de la Maison-Blanche. Maintenant, quand je dis c'est probablement la seule information dont on est sûr et certain à 100%. Pour le bénéfice des auditeurs, c'est assez frais qu'on est dans cette phase où on a plein de renseignements, mais dont il faut valider la validité. Entre autres, ils ont d'abord été présentés comme étant blessés dans la fusillade. Ensuite, le gouverneur de la Virginie de l'Ouest, qui a un lien particulier là, avec les deux hommes, a dit qu'ils étaient décédés. Et là, sur l'écran qui est juste derrière moi, Fox News vient de dire « Oups ». Il semble que ce soit pas le cas, que les informations qui soient parvenues au gouverneur soient conflictuelles, c'est-à-dire qu'on travaillerait encore à réanimer ou à sauver la vie des deux membres de la Garde nationale. Donc, et là, on apprend aussi, CNN dit que le suspect a été pincé par les policiers, là. Oui, voilà, et qu'il serait lui aussi gravement blessé. Ça, c'est le président Trump qui a été le premier à relayer cette information-là. Une des choses qu'on sait aussi, c'est qu'ils semblent avoir été visés parce qu'ils étaient de la Garde nationale. Donc, on a dit qu'on avait sécurisé cet endroit-là, que ça ne représentait plus de danger et qu'il n'y aurait pas eu non plus d'escalade précédente. C'est-à-dire que ça ressemble drôlement à une embuscade. Quelqu'un qui se présente et qui ouvre le feu sur les deux seuls hommes armés de ce coin-là. Je le mentionne parce que, puis on le fait avec toute la prudence et toute la retenue nécessaire, ça a fait jaser la présence de la Garde nationale dans la ville de Washington. C'est controversé. Donc, est-ce que ça pourrait être une manifestation de ça? On le verra. Donc, on en sait relativement peu sur les motifs. Sinon, que ce sont les deux seuls individus qui ont été atteints. Ce sont les deux membres de la Garde nationale. Et comme on est à Washington, ça fait beaucoup de monde à consulter parce qu'à peu près tout ce qu'il y a d'agences, on parle souvent de l'alphabet au complet, là, tout ce qu'il y a d'agences fédérales est présent à Washington. Et entre autres, les services de protection, les services secrets qui protègent le président, c'est eux qui se sont chargés d'essayer de réanimer les deux hommes qui ont été abattus. Donc, on a un degré de complexité dans le traitement de cette affaire-là. C'est que les deux soldats sont dans la Garde nationale, mais ils travaillent pour le président américain et dans ce temps-là, ils se joignent aux forces de l'ordre. Ils agissent comme des policiers à Washington. Ils ont donc le droit d'être armés, ce qui n'est pas toujours le cas d'être armés puis que leur fusil soit chargé. Donc, ils étaient là pour la Garde nationale, mais travaillant comme policiers. Mais il y avait aussi des agents des services secrets qui n'étaient pas loin de là. Donc, on ne semble pas avoir visé la Maison-Blanche. Ça ne semblait pas dirigé contre Donald Trump. Pour ce qu'on en sait maintenant, information fragmentaire, c'est la Garde nationale qu'on visait, ces deux individus-là en particulier. Et d'ailleurs, la présence de la Garde nationale, tu disais, là, dans certaines villes, dont Washington, c'était Chicago aussi, là, c'est mal vu et c'est perçu un peu comme la preuve que le régime de Donald Trump est un régime policier, crypto-fasciste. Est-ce que ça rentre là, dans ce qui s'est passé? On va savoir un peu plus. Ben voilà, c'est une des choses, moi, que je surveille et que j'ai hâte, ça a l'air sadique, là, c'est qu'il y a une portée très grande à ça. C'est une des choses qu'on avait mentionnées quand on a envoyé la Garde nationale à Los Angeles, quand on a dit, on va l'envoyer dans d'autres villes, qui sont des villes démocrates, qui sont des grandes villes. Ça allait, on se disait, il y a plus de criminalité, mais ça a donné que toutes ces villes-là étaient aussi démocrates. On a dit, c'est vu comme de la provocation. Ça explique pas qu'on tue deux autres personnes. On dit juste, c'était un élément qui était controversé. On se disait, on a l'impression que c'était un régime autoritaire qui fait ça parce que nulle part, les gouverneurs des États concernés, qui sont habituellement ceux qui font la demande pour qu'on leur envoie la Garde nationale, ils s'étaient opposés à l'envoi de la Garde nationale. Donc, est-ce que ça fait partie de ce rapport de force-là? Est-ce que c'est quelqu'un qui en avait gros sur le cœur, qui a été victime de gestes de la Garde nationale? C'est peut-être des choses qu'on va apprendre, mais retenez que ça risque d'être complexe et que ça risque de prendre du temps. Je répète qu'on a beaucoup d'agences et de services qui semblent en lien avec cette histoire-là. Puis, maintenant, on ne sait même pas quel est le statut officiel de l'enquête. Hein. On a parlé d'homicide pendant à peu près 5 minutes. Puis là, oups, ça change parce ils ne seraient pas décédés. Donc, c'est la première chose au plan humain dont on va s'assurer qu'il y ait une chance pour ces gens-là de survivre puis qui sait de retrouver la santé. Mais ça bouge beaucoup au moment où on se parle.
Écoute, abandon de la poursuite contre Donald Trump en Georgie. Finalement, c'est le président Teflon. Là. Il n'y a rien qui colle. Plusieurs disaient, puis même chez les républicains, la campagne 2024, elle est importante pour Donald Trump parce que c'est peut-être une façon, elle est importante pour d'autres raisons, mais c'est peut-être une façon aussi d'échapper à la justice. S'il ne gagne pas, il va se retrouver devant les tribunaux. Il y a une partie de ça qui était vrai, et c'était vrai pour la Georgie. Donc, pour le bénéfice des auditeurs, en Georgie, c'est là où on s'en était pris au président et à plusieurs membres de son entourage, une vingtaine de personnes, puis on utilisait une loi qu'on utilise habituellement contre la mafia. Puis on avait dit, ces gens-là ont essayé de trafiquer des machines, influencer des gens. Le président avait appelé le secrétaire d'État de la Georgie en disant, je veux que tu me trouves des votes, puis il l'avait même appelé 2 fois plutôt qu'une. Donc, c'est de ce procès-là dont il est question, et ça relève normalement de l'État de la Georgie. Donc, il faut rappeler que tout ça arrive aussi après la victoire de Donald Trump, donc difficile de le poursuivre dans l'exercice de ses fonctions. Et en plus, il y a cette décision de la Cour suprême qui disait un président jouit d'une immunité, mais aussi d'une immunité aux criminels. Donc, on arrive à aujourd'hui, il y a un nouveau procureur qui était en charge de ce dossier-là. La procureure précédente, c'est celle qui avait commis des impairs, qui avait retardé le procès. Et le nouveau procureur regarde le dossier qui arrive sur son bureau, puis il dit, quel est l'intérêt des habitants de la Georgie aujourd'hui? J'ai une décision de la Cour suprême, j'ai un dossier qui n'est pas à rebâtir, mais que je dois valider à nouveau. Ça va être des sommes et des années. Lui dit, on ne pourra pas finalement débuter ce procès-là avant 2029, 2028, 2029. Et à la lumière des informations dont il disposait, il a dit, je ne crois pas, c'est la version officielle, je ne crois pas, c'est ce qu'on peut lire dans la décision, je ne crois pas que ce soit dans l'intérêt des habitants de la Georgie d'aller de l'avant avec ce procès-là. Mais donc, c'est un procès qui était très grave. Moi, depuis le début, c'est un de ceux que je surveillais de plus près, ça, et celui du 6 janvier 2021. Donc, c'était les accusations les plus graves, et c'était un président qui donnait, en tout cas, l'impression d'être intervenu assez loin dans une résistance à accepter les résultats valides d'une élection. Donc, pour M. Trump, et si on est partisan de Donald Trump, ben, on a joué l'horloge, hein, comme on dit parfois dans le jargon du sport. On a laissé passer du temps, on a prolongé, on a étiré les délais aussi loin qu'on le pouvait, puis aujourd'hui, lui en tire bénéfice. Les habitants de la Georgie ne sauront jamais quel est le fond de cette histoire-là. Et je rappelle, pour ceux qui disent, M. Trump, il s'en tire, c'est la justice, des personnes qui avaient été accusées, certaines avaient déjà plaidé coupables. Donc, c'est pas une fausse histoire. Là. On ne parle pas de théorie du complot. Là. Il y a des gens qui ont été reconnus coupables et qui ont obtenu des sentences, dont certaines ont été graciées par le président Trump d'ailleurs. Mais c'était pas une fausse histoire. Là. Moi, j'aurais aimé qu'on aille au fond de ça. Et je répète toujours, parce que ce qui s'applique à Trump va s'appliquer aux autres après. Moi, c'est ça qui m'intéresse dans le fond de ces histoires-là. Mais il n'y a rien qui colle. Et puis, on pousse peut-être un peu trop loin l'immunité du président aussi. À un moment donné, c'est un citoyen aussi qui doit respecter les lois comme n'importe quel autre citoyen. Ça, c'est l'argumentaire des juges qui s'opposaient à la décision de la majorité, disait, c'était très clair depuis le début qu'on ne voulait pas un roi. Ben écoute, on n'est pas loin. Au plan légal, en tout cas, il y a peu de choses qu'on peut faire. On laisse ça, c'était la Cour suprême, entre les mains des politiciens. Et c'est la procédure de destitution. C'est ça que les juges de la Cour suprême ont tranché. Le roi est mort, vive le roi. Merci Luc, à demain, salut.